Les réalisateurs d'Avengers Infinity War et Endgame sont de retour sur Netflix avec l'un des plus gros blockbusters de l'histoire de la plateforme. Ça s'appelle The Electric State et ça fait peur pour Avengers 5 et 6. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on va parler de The Electric State qui débarque sur Netflix ce 12 mars. Alors personnellement j'étais curieux de me pencher sur le film pour deux raisons. D'une part parce que c'est adapté du roman illustré de Simon Stålenhag. Alors j'ai appris que le A avec le petit rond par-dessus ça se disait O, donc logiquement je prononce bien. Stålenhag, vous avez sans doute croisé son travail au détour d'un réseau social, de Google Images ou d'une vidéo de musique d'ambiance de 2 heures façon science-fiction. Me jugez pas, ça m'aide parfois à me concentrer quand j'écris. C'est à Stålenhag qu'on doit ces images rétro-futuristes hyper identifiées qui s'amusent à jouer avec des robots ou d'autres éléments de pure science-fiction dans des environnements plutôt ruraux ou naturels. Son travail a d'ailleurs amené la très sympathique série Tales from the Loop et The Electric State a clairement des airs de fable pour enfants au sein d'une Amérique décrépie. A priori, avec ça, il y a le potentiel d'un grand divertissement familial. Mais justement, la deuxième raison qui m'a poussé à regarder The Electric State, c'est que j'avais la curiosité, pour le coup un peu plus morbide, de voir ce que Joe et Anthony Russo avaient fait d'un tel projet. Et avant qu'on entre dans le dur, faut que j'éclaircisse ma position par rapport aux frères Russo, d'autant que ça va être un peu l'angle de cette vidéo. C'est devenu un peu facile de taper sur ceux qui, encore aujourd'hui, représentent le mieux le modèle de production instauré par Marvel Studios. Les Russo, ils venaient à la base de la série télé, puisqu'on leur doit Arrested Development et surtout certains des meilleurs épisodes de Community. Et leur côté geek en a fait des candidats logiques pour Kevin Feige, qui leur a confié Captain America, le soldat de l'hiver. Ça, c'est la formule que Marvel a imposée, plutôt que de confier des blockbusters à des auteurs accomplis et déjà habitués aux grosses logistiques de tournage, on donne les différents opus de la plus grosse franchise du monde à des exécutants plutôt compétents et dociles, qui vont pouvoir donner au mieux un résultat honorable, mais qui ne chercheront jamais à casser le moule. Le truc, c'est que, pour être honnête, les Russo s'en sont bien mieux sortis que d'autres avec le cahier des charges de Marvel. Alors on pourra toujours leur reprocher leur manque profond d'envie technique ou encore d'avoir beaucoup trop contribué au look terrain vague grisâtre et industriel des blockbusters modernes. Mais bon, déjà, Captain America 2, ça reste l'un des Marvel préférés d'une bonne partie du public, et c'est mon cas, et je pourrais dire la même chose d'Avengers Infinity War. Ce ne sont pas des grands films, mais au vu de la quantité de persos à gérer des derniers Avengers et les contraintes de la production, le fait que ça se tienne en tant que divertissement est déjà un accomplissement en soi. Le truc, c'est que les deux réalisateurs n'ont jamais caché que ça avait été très dur de tenir le rythme de production intense de Marvel, et c'est pour ça qu'ils sont partis après le carton cosmique d'Avengers Endgame. Mais il y avait aussi le besoin pour les nouveaux rois supposés d'Hollywood de se prouver qu'ils pouvaient faire autre chose. Et là, il y a le premier problème. À l'heure où on commence à enterrer le terme de film au profit de ce mot valise atroce qui est devenu le contenu, les Russo sont partis vers des plateformes de streaming, alors que leur statut à Hollywood leur avait clairement ouvert des portes. Et surtout, on a vu les films, déjà avec cette tentative d'auteurisme que fut Cherry, sauf qu'il ne suffit pas de raser les cheveux de Tom Holland pour faire un film d'auteur. Et bien sûr, sur Netflix, on avait eu droit à The Gray Man, cette envie de blockbuster d'action old school ringard avant même d'être sorti. Le retour de bâton, il est là. En ayant voulu s'émanciper de Marvel et de son cadre rigide qui leur donnait néanmoins une direction, les frères Russo n'ont fait que prouver qu'ils étaient les faiseurs qu'on les accusait d'être. Et au fond, même si le terme faiseur a quelque chose de péjoratif, je fais partie de ces gens qui pensent que l'artisanat du cinéma prévaudra toujours sur l'auteurisme. Le savoir-faire, la fabrication méthodique d'un film, c'est le premier pas essentiel pour raconter quelque chose avec ce médium. C'est même ce qui fait le génie d'auteur de James Cameron ou de Steven Spielberg, dont les frères Russo se voudraient les héritiers, surtout après leurs exploits au box-office. Sauf qu'ils n'en sont que la pâle copie, absolument vide et sans âme. C'est particulièrement flagrant avec The Electric State, qui pour le coup est un film de faiseur dans tout ce que ça a de péjoratif. C'est bien simple, à la seconde où le film a démarré, j'ai su où il allait. Aucune image, aucune idée ne m'a surpris pendant les 2 heures de ce machin, et ça tient à un truc très simple. The Electric State est intégralement pensé pour être rassurant. Et ce que j'entends par là, c'est qu'il ne veut jamais vous provoquer une émotion qui serait étonnante ou imprévue par rapport à son programme. Chaque choix, qu'il concerne la narration, le casting ou même la production design identifié de Stålenhag, est fait pour vous rappeler
autre chose. Comme j'ai l'habitude de prendre des notes pendant mes visionnages, bah là en fait j'en suis venu à faire des arborescences pour connecter les éléments entre eux. La référence majeure de The Electric State, c'est justement Steven Spielberg, parce qu'en plus de piller AI Intelligence Artificielle et Ready Player One, les Russo convoquent dans cette escapade entre une jeune femme et un robot la tonalité de E.T. l'extraterrestre, et plus généralement l'esprit Amblin, en référence à la boîte de production de Spielberg qui a tant défini les années 80. De ce point de vue-là, le film assume sa filiation avec Stranger Things, qui reste peut-être l'hommage nostalgique le plus explicite au modèle Amblin, et dans les deux cas, c'est Millie Bobby Brown qui a le rôle principal. Et dans les deux cas, elle joue la jeune badass ironique qui sait tout mieux que tout le monde. Pareil pour Chris Pratt qui nous refait le connard beauf et égocentrique plein d'insécurité masculine, mais qui a au fond un petit cœur et des convictions. Waouh, mais où est-ce qu'ils vont chercher des idées pareilles? Certainement pas dans Les Gardiens de la Galaxie, Les 7 Mercenaires, Passengers, Jurassic World, The Tomorrow War, Garfield. Alors je pourrais m'étendre longtemps sur ce jeu des 7 différences, mais je me dois quand même de citer la présence de Stanley Tucci en énième patron de la tech maléfique. Patron de la tech et maléfique, c'est un pléonasme. Rôle qu'il tenait déjà dans Transformers 4 il y a plus de 10 ans. Et c'était mieux écrit dans Transformers 4, alors que c'est un film qui contient entre autres 7 scènes. The pill. Ça, c'est aussi le côté rassurant de The Electric State, qui a quand même un sujet de science-fiction ouvertement politique, puisqu'on y parle d'une guerre dans des années 90 uchronique entre les robots et les humains. Les robots, qui avaient été créés pour faire tous les travaux de merde que les humains ne voulaient plus faire, ont développé leur intellect, ont commencé à réclamer des droits, pour au final être parqués et laissés à l'abandon dans une zone désertique entourée par un mur géant. Mais où ont-ils trouvé pareille inspiration, je me demande. Au milieu de tout ça, Michelle, le personnage de Millie Bobby Brown, se lance à la recherche de son frère censé être mort, mais qui va révéler un complot autour du tech bro joué par Stanley Tucci, qui a imposé une technologie à base de casque VR que tout le monde utilise au quotidien, comme les lemmings que nous sommes. Le truc, c'est que The Electric State ne va jamais au-delà de ce postulat. Il est très fier de nous faire une métaphore entre les robots et les migrants, mais ça s'arrête là, parce qu'il faudrait pas trop faire réfléchir la ménagère en pleine session cuisine ou les personnes au QI très développé qui aiment écrire en commentaire que le cinéma n'a pas à être politique. Dites-vous quand même que le grand message de tolérance du film s'exprime à la fin, au travers d'un tracker de robots incarné par Giancarlo Esposito, qui dit à propos du grand méchant, et je cite « Je vais arrêter de traquer les robots, parce que j'ai enfin rencontré quelqu'un de moins humain qu'un robot. » Waouh, en fait, non mais ça voudrait dire que les mecs comme Elon Musk seraient moins humains que des intelligences artificielles? Mais est-ce qu'on serait pas dans Black Mirror un peu? Le pire, c'est que cet enfilage de perles va à l'encontre de ce qu'était le livre de Stolen Hag à la base. Là aussi, il y avait les casques VR, mais ça expliquait pourquoi cette science-fiction fantasmée et très typée années 50 dans l'esthétique avait été laissée à l'abandon. Michel est d'ailleurs accompagné dans son voyage par un robot contrôlé à distance par son frère dans le livre. Ce que je veux dire, c'est qu'avec son regard désenchanté sur le consumérisme, The Electric State, c'est une œuvre très solitaire et apocalyptique. Ce que le film transforme en énième buddy movie qui enchaîne les péripéties et qui devient même en cours de route un film de groupe avec supplément grosse baston dans une clairière au cas où la connexion avec Avengers n'était pas assez claire. Les Russo ne laissent jamais le temps pour une quelconque contemplation de leur univers et se contentent de recopier certaines des images phares du livre illustré pour en faire de vulgaires cartes postales. Leur découpage a toujours été très basique, mais là, il ne semble motivé que par la plate illustration du prochain dialogue, de la prochaine vanne ou du prochain placement de produit. Oui, parce que contrairement aux matériaux de base, la nostalgie malvenue justifie pas mal que les personnages récitent le menu de Panda Express, Fortune cookies, General Tso's chicken, orange chicken, chicken fried rice, pork fried dumplings, ou se réfèrent à des marques disparues après la guerre. Donc la critique du consumérisme a pu aller se faire cuire le cul. Mais c'est au fond assez révélateur de la démarche des frères Russo. The Electric State ne réfléchit que d'un point de vue purement fonctionnel. Comme les putains de robots dont le film essaie de déceler l'humanité. C'est toute l'ironie de la chose. Et c'est pas juste moi qui le dis, puisque pour changer, Netflix a retardé l'accès du film à une partie de la presse, et ça a été notre cas, surtout après les premiers retours américains. Et d'habitude, la critique américaine, on s'en moque gentiment au vu de sa complaisance avec certains blockbusters. Vous savez, ceux qui arrivent à dire que Venom 3, en vrai, c'est quand même un peu fun. Mais là, tout le monde, ou presque, s'est mis d'accord sur The Electric State, et a employé le même vocabulaire.
en décrivant le film comme un simple produit, un truc aseptisé et sans âme qui se contente de copier de meilleurs films. Et si je m'écoutais, je pourrais vous sortir tous les comparatifs à la mode, surtout au vu du sujet du film sur la robotique, et vous dire que The Electric State pourrait avoir été écrit par ChatGPT ou qu'il est ce qu'on aime appeler désormais un pur film d'algorithme à la Netflix, terme que la plateforme a pas mal imposé malgré elle avec des trucs comme Red Notice ou The Greyman, tiens donc. Mais c'est intéressant qu'on y revienne sur ce terme. Parce qu'avant d'être un film robotique, The Electric State montre surtout, à travers sa conception, que le vrai problème, c'est qu'il prend le spectateur pour un robot. Beaucoup ont déjà très bien expliqué la limite des algorithmes de plateforme. Entendons-nous bien, les services de streaming donnent plus que jamais accès à des quantités incroyables de films et de séries, mais sans l'aspect prescripteur qui devrait aller avec. L'algorithme ne vous recommande des contenus que selon sa grille de lecture et par rapport à ce que vous avez déjà regardé. Ce qui suppose que tout le monde serait cette personne monolithique dont les goûts n'évolueraient jamais et qui ne sortirait jamais de sa zone de confort. Bien sûr, personne n'est comme ça, mais Netflix ne facilite pas la découverte. Et pour un film aussi énorme que The Electric State, qui doit attirer le plus grand nombre, pas question de prendre des risques. Il faut une péripétie toutes les 5 minutes, des acteurs connus dans des rôles similaires à ce qu'ils ont déjà joué, et une intrigue qu'on peut suivre sans trop de soucis en faisant la vaisselle ou en scrollant sur Instagram. Si cette vision du cinéma est des plus tristes, ça allait encore quand Netflix appliquait cette méthodologie à ce qu'on pouvait considérer comme des téléfilms de luxe. Mais ce n'est certainement pas le cas de The Electric State, qui serait à l'heure actuelle le plus gros budget dépensé par la plateforme sur un film à hauteur de 320 millions de dollars. Non mais la seule explication que j'ai, c'est que les Rousseau se sont gavés comme François Fillon. On n'accuse pas comme ça. Oui, non, d'accord. Hein Oui. ah, merci. Je veux dire, le climax assume d'être la version leader prize d'Avengers Endgame où est passée la thune. Vous pourrez toujours me dire que les derniers Avengers répondaient déjà à cette problématique du contenu. Et c'est pas complètement faux. Mais leur programme, aussi cadenassé soit-il, répondait aussi à l'envie de rassembler le public, de le galvaniser avec des surprises et des arcs conclusifs de personnages. Il y avait l'envie de créer une excitation collective autour de Captain America qui soulève le marteau de Thor. Il y avait encore quelque part la soif d'un spectacle de cinéma. Et je me demande si les échecs successifs des frères Rousseau, de Cherry à The Electric State, n'expliquent pas en partie pourquoi ils reviennent maintenant la queue entre les pattes pour réaliser Avengers Doomsday et Secret Wars. Tout le monde a perçu cette décision comme une régression, autant du côté de Marvel que des cinéastes, et ça rassure pas beaucoup. Les Rousseau ont prouvé qu'ils n'étaient que des yes-men peu inspirés, et Marvel n'est plus aussi sûr de sa direction depuis la fin de la saga de l'infini. Mais ce qui est sûr, en tout cas pour moi, c'est que The Electric State reflète le pire de ce que peuvent proposer les frères Rousseau dans leur vision moderne du blockbuster. On jette l'argent par les fenêtres pour alimenter une plateforme avec de l'artillerie lourde inconséquente. Pour les besoins de cette critique, je l'ai regardé sur ma télé 4K avec le mixage en Dolby Atmos sur ma barre de son, mais j'aurais très bien pu le regarder sur mon téléphone et ressentir le même vide. Et pour un truc à 320 millions de dollars, c'est quand même l'aveu d'échec ultime. Alors pour être honnête, à écran large, on est aussi dépendant des algos de YouTube et Google, mais si vous aimez les médias indépendants avec de la vraie éditorialisation et des articles qui n'ont pas été rédigés par ChatGPT, et ça va devenir de plus en plus rare dans le monde actuel de la presse, le mieux c'est encore de nous soutenir. Vous pouvez évidemment liker, partager et commenter cette vidéo, mais le mieux si vous le souhaitez, c'est de vous abonner sur le site d'Écran Large. Ça coûte quelques euros par mois, vous avez en contrepartie des articles exclusifs chaque semaine, et ça nous permet de continuer à offrir une bonne partie de notre écosystème gratuitement. Le lien est dans la description, et quitte à entendre parler de robots, revoyez plutôt la vidéo de Geoffrey sur AI, intelligence artificielle. Merci de votre écoute, et à bientôt sur Écran Large. Ciao. Stop.